Cette présentation est faite par Pseudo-Luc, avec la voix de synthèse de Luc. Le sujet porte sur les implications philosophiques des LLM. Ce premier module pose la question fondatrice. Les LLM produisent du langage cohérent, grammaticalement correct et contextuellement pertinent, mais sans sujet pensant derrière. Wittgenstein, dans ses investigations philosophiques, suggérait que le sens émerge de l'usage social du langage, les jeux de langage. Si tel est le cas, un LLM qui participe efficacement à ces jeux possède-t-il une forme de compréhension? À l'opposé, Chomsky argue que la compétence linguistique repose sur une grammaire universelle innée, propre à l'esprit humain. Pour lui, les LLM ne font que des corrélations statistiques sans véritable compréhension syntaxique profonde, ce qu'Emily Bender et Timnit Gebru ont nommé perroquet stochastique. Le débat mobilise aussi le structuralisme, le sens est dans les relations entre signes, pas dans un référent, ce qui favorise les LLM, et le pragmatisme, le sens est dans l'acte de parole, l'intention, ce qui défavorise les LLM. L'expérience de pensée de la chambre chinoise, Searle, 1980, est l'argument le plus célèbre contre l'IA forte. Une personne enfermée dans une pièce manipule des symboles chinois grâce à un manuel de règles, produisant des réponses correctes sans comprendre le chinois. Searle en conclut que la manipulation syntaxique ne produit jamais de sémantique, mais les LLM relancent le débat de manière spectaculaire. Premièrement, l'objection du système prend plus de poids. Un réseau de 175 milliards de paramètres interconnectés ressemble davantage à un système cognitif qu'à un homme avec un livre. Deuxièmement, l'objection de l'émergence est renforcée par les capacités émergentes observées dans les grands modèles, raisonnement, analogie, humour. Troisièmement, une nouvelle objection spécifique au LLM apparaît. Ces modèles développent des représentations internes du monde, spatiales, temporelles, causales, découvertes par des chercheurs comme Othello GPT. Si le modèle construit un modèle interne du monde, la distinction syntaxe-sémantique de Searle tient-elle encore? La question de la conscience est le cœur du problème. Thomas Nagel a montré en 1974 que la conscience a un caractère irréductiblement subjectif, il y a un effet que cela fait d'être une chauve-souris, et cet effet est inaccessible de l'extérieur. David Chalmers a formalisé cela en distinguant le problème facile, expliquer les mécanismes fonctionnels, du problème difficile, expliquer pourquoi il y a une expérience subjective. Les positions philosophiques divergent radicalement face au LLM. Le dualisme exclut toute conscience machine par principe. Le fonctionnalisme dominant en philosophie de l'esprit ouvre la porte. Si la conscience est une question de fonction et non de substrat, un LLM pourrait théoriquement être conscient. La théorie de l'information intégrée, IIT, de Tononi propose une mesure phi, mais suggère que les architectures feed-forward des LLM auraient un phi très faible. Le panpsychisme, enfin, accepterait une forme de proto-expérience même dans un transistor. Le problème épistémique reste entier. Comment savoir? Les LLM posent un défi épistémologique majeur. Depuis Platon, la connaissance est définie comme croyance vraie justifiée. Or, un LLM peut produire des affirmations vraies et fournir des justifications apparemment solides, mais possède-t-il réellement des croyances? La notion de croyance suppose un état mental intentionnel, un contenu visé par un sujet. Les LLM produisent des tokens probabilistes sans intention apparente. Le phénomène des hallucinations est philosophiquement révélateur. Le modèle ne ment pas, il n'a pas l'intention de tromper et ne se trompe pas non plus, il n'a pas de croyance à corriger. Il génère du texte plausible sans rapport à la vérité. Cela nous force à inventer de nouvelles catégories épistémiques, l'idée d'un oracle épistémique qui délivre des informations fiables sans les comprendre. La distinction entre savoir-faire, know-how, et savoir propositionnel know-that de Gilbert Ryle devient ici cruciale. Le problème de l'ancrage des symboles, symbole grounding problem, formulé par Stefan Arnad en 1990, pose la question: comment les symboles acquièrent-ils un sens? Pour Arnad, le sens vient de la connexion causale entre les symboles et le monde via l'expérience sensorielle. Un LLM textuel n'a aucun contact avec le monde physique. Ses connaissances sur la couleur rouge, la douleur ou la gravité viennent uniquement de descriptions textuelles. C'est comme apprendre le chinois avec un dictionnaire chinois-chinois sans jamais voir d'objet réel. Cependant, un contre-argument puissant émerge: le langage humain est saturé d'expériences sensorimotrices, métaphores corporelles, descriptions spatiales, vocabulaire émotionnel. En absorbant tout ce langage, le LM n'absorbe-t-il pas aussi indirectement une carte du monde? L'essor des modèles multimodaux, texte plus image plus audio,
complique encore la donne en ajoutant des couches d'ancrage perceptif, même si celui-ci reste passif, contrairement à l'interaction active d'un organisme avec son environnement. Les LLM bouleversent profondément les notions d'auteur, de créativité et d'originalité. Roland Barthes avait proclamé la mort de l'auteur en 1967, suggérant que le sens d'un texte réside dans sa lecture, pas dans l'intention de son créateur. Les LLM réalisent littéralement cette prophétie. Ils produisent des textes sans auteur au sens traditionnel. La question de l'originalité est particulièrement épineuse. Tout texte humain est aussi, en un sens, une recombinaison d'éléments existants. Intertextualité. La différence est-elle de degré ou de nature? Le philosophe de l'esthétique doit se demander. Un sonnet généré par IA qui provoque une émotion authentique chez le lecteur a-t-il une valeur esthétique? Kant distinguait le beau, propriété de l'objet expérience, du génie, capacité du créateur. Un LLM peut-il produire du beau sans être un génie? En droit, la question est pratique. Les tribunaux américains ont jugé que l'IA ne peut pas être auteur, mais le paysage juridique évolue rapidement. La question éthique est peut-être la plus urgente. Les LLM créent un gap de responsabilité inédit. Quand un LLM produit un contenu nuisible, désinformation, biais discriminatoires, conseils dangereux, qui est moralement responsable? La chaîne de responsabilité se distribue entre concepteurs, déployeurs et utilisateurs, mais aucun ne contrôle totalement le système. Le LLM lui-même ne peut être tenu responsable. Il n'a ni intention ni libre arbitre, ni conscience morale, condition classique de la responsabilité en philosophie morale. Chaque cadre éthique apporte un éclairage différent. Le conséquentialisme Mill-Singer demande un calcul coût-bénéfice global extrêmement difficile à réaliser. La déontologie kantienne s'inquiète du consentement, les données d'entraînement sont-elles utilisées avec le consentement de leurs auteurs, et de l'instrumentalisation, les travailleurs du clic exploités pour le RLHF. L'éthique de la vertu, Aristote pose une question plus profonde, que devient notre caractère intellectuel et moral quand nous déléguons la pensée à des machines? Les LLM posent un défi existentiel à notre rapport collectif à la vérité. Harry Frankfurt, dans On Bullshit 2005, distinguait le menteur qui connaît la vérité et la cache du bullshitter qui est indifférent à la vérité. Les LLM sont les bullshitters parfaits, ils génèrent du texte sans aucun rapport à la vérité ou à la fausseté. Le concept de liars dividende est particulièrement inquiétant. Dans un monde où l'IA peut générer n'importe quel contenu, les vrais menteurs peuvent toujours prétendre que leurs propos réels sont des fabrications d'IA. Inversement, des contenus authentiques peuvent être discrédités comme générés par IA. Hannah Arendt avait prévenu que la destruction de la frontière entre vrai et faux est le fondement du totalitarisme. Honora O'Neill souligne que la confiance repose sur la possibilité de vérifier, or les LLM rendent la vérification infiniment plus complexe. Du côté positif, les mêmes technologies peuvent aussi servir à fact-checker, synthétiser des sources contradictoires et démocratiser l'accès à des savoirs auparavant réservés à des experts. La question du statut moral des IA est l'une des plus spéculatives, mais aussi des plus urgentes à anticiper. Historiquement, le cercle moral s'est élargi progressivement, des hommes libres aux esclaves, aux femmes, aux enfants, aux animaux. Les IA pourraient-elles être les prochaines? Tout dépend du critère retenu. Pour Kant, seuls les êtres rationnels autonomes ont une dignité, et les LLM n'ont pas d'autonomie véritable. Pour les utilitaristes comme Singer, c'est la capacité à souffrir qui compte et nous ignorons si les LLM souffrent. Luciano Floridi propose le critère d'agentivité. Mark Koekelberg défend une approche relationnelle. Le statut moral émerge des relations sociales, pas des propriétés intrinsèques. Eric Schwitzgebel propose le principe de précaution. Dans l'incertitude, mieux vaut accorder trop de droits que pas assez. Le risque symétrique est réel. Sous-attribuer des droits à des êtres potentiellement conscients serait une catastrophe morale. Surattribuer des droits à des machines détournerait des ressources morales précieuses. Ce dernier module synthétise la formation en montrant que les LLM fonctionnent comme un miroir philosophique pour l'humanité. En créant des systèmes qui imitent nos capacités linguistiques, cognitives et créatives, nous sommes forcés de clarifier ce que nous pensions comprendre. Qu'est-ce que le langage, si une machine peut le manier? Qu'est-ce que la pensée, si elle peut être simulée? Qu'est-ce que la connaissance sans compréhension? Qu'est-ce que la créativité sans vécu? Qu'est-ce que la responsabilité sans intention? Qu'est-ce que la vérité dans un océan de textes générés? Les LLM ne résolvent aucune de ces questions, ils les rendent incontournables. La philosophie de l'esprit, l'épistémologie, l'éthique
et la philosophie du langage trouvent dans les LLM un terrain d'expérimentation sans précédent. Pour aller plus loin, les ouvrages de Floridi, Chalmers, Dennett, Mitchell et Crawford offrent des perspectives complémentaires essentielles. Cette formation n'est qu'une introduction, le vrai travail philosophique commence maintenant, face à des technologies qui évoluent plus vite que notre capacité à les penser.